Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Figma. Figma est un outil qui va vous permettre de designer des interfaces web et des applications mobiles et qui a comme principal avantage de fonctionner en ligne. Donc c'est un avantage parce que ça va permettre une collaboration plus simple, mais ça va aussi permettre de pouvoir accéder à nos maquettes et de travailler dessus, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ça aura en revanche comme inconvénient aussi de ne pas être utilisable si on ne dispose pas d'une connexion stable. Donc si par exemple vous êtes en déplacement, Figma ne va pas forcément vous convenir. Au niveau de la tarification, c'est plutôt sympa. Vous avez une offre starter qui est entièrement gratuite et qui vous permet d'utiliser Figma sans trop de limitations. Vous avez une limitation de 3 projets, sachant qu'à l'intérieur de ces projets, vous pouvez créer un certain nombre de maquettes. Ensuite, si vous voulez aller sur des offres un petit peu plus poussées, comme l'offre professionnelle, vous aurez alors la possibilité de créer plus de projets et surtout d'avoir des librairies que vous pouvez partager en équipe. Donc si jamais vous avez une entreprise, ça sera plutôt vers ces offres-là que l'on va s'orienter. Mais nous, dans cette vidéo, on va découvrir Figma à travers l'offre free. Alors au niveau des fonctionnalités, Figma propose de pouvoir designer directement sur le navigateur et vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, de collaborer. Donc par exemple, si quelqu'un d'autre le souhaite, il peut travailler sur cette maquette pendant que moi je travaille aussi. Donc si vous voulez montrer des choses aux clients ou travailler avec une équipe, ça peut être intéressant parce que chacun peut pouvoir modifier des choses en live et on peut un petit peu se simplifier la tâche au niveau de la collaboration. Vous avez intégré à tout ce système-là un outil de prototypage qui va permettre de décrire les interactions et le fonctionnement des différents éléments. Donc ça peut permettre pour un client notamment d'avoir un petit aperçu de ce que va donner l'application. Donc là typiquement dans le cas de cette application de mail, on le voit, on a des animations, donc on peut simuler un remplissage de formulaire et on peut simuler le fonctionnement de l'application de manière générale. Donc ça permet de se donner un petit aperçu de ce que ça peut faire et comment ça peut fonctionner. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors ce que je vous propose pour découvrir cette application, c'est de commencer à créer un nouveau projet ensemble et de se faire rapidement la main. Donc je vais revenir à mes fichiers et on va créer un nouveau draft. Donc par défaut on arrive sur cette interface là, en haut on a l'ensemble des outils, à gauche on a les différents calques et à droite on a les paramètres liés au calque qui est actuellement sélectionné ou à la zone de travail si aucun calque n'est sélectionné. On peut directement travailler sur cette interface-là ou on peut créer une frame. Donc ça veut dire créer un écran dans lequel on va travailler. Donc pour cela, on peut utiliser ce premier outil ici, l'outil frame. Donc si je clique dessus, on me propose des résolutions qui sont déjà préconçues, donc qui sont des résolutions liées à des périphériques spécifiques. Donc nous, on va s'imaginer, on va designer quelque chose pour l'iPhone 8. Automatiquement, ça va créer un espace de travail et nous, on va l'appeler Home. Ce sera notre listing. Donc on va créer une interface très simple, je ne veux pas forcément passer des heures dessus, l'idée c'est de vous présenter rapidement l'outil. Donc on va d'abord créer une barre de statut, donc pour cela on a différents outils, on a l'outil qui permet de dessiner différentes formes, l'outil plume qui permet de faire du dessin vectoriel, donc ça on commence à avoir l'habitude en général, c'est très pratique pour dessiner des icônes ou faire des SVG. Et ensuite, on a l'outil texte et l'outil commentaire qui permet d'ajouter des commentaires. Donc ça sera essentiel lorsque l'on travaillera en collaboration. Donc nous, pour la barre de statut, je vais simplement créer une forme. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Et à l'intérieur, on va mettre du texte. Donc on va mettre Home Page. On a la possibilité, si on le souhaite, de créer des groupes. Donc pour créer des groupes, on sélectionne les différents calques. Donc on peut le faire directement depuis la fenêtre calque ou depuis la zone de travail, comme ceci. Et on va faire CTRL-G pour créer un groupe et on va l'appeler statut barre. Donc c'est important de bien nommer les choses, quel que soit l'outil dans lequel on se trouve. Donc au niveau de notre rectangle, je vais changer la couleur de fond. Donc on va s'imaginer avoir quelque chose de noir mais qui portera un petit peu plus avec une teinte bleue. Voilà. Et pour le texte, donc on va rester sur du Roboto pour le coup. On peut gérer comme on le ferait dans un logiciel classique différentes choses comme le graissage de la police, la taille de la police et la couleur, l'alignement. Moi je vais juste mettre ici une couleur blanche. Ensuite en dessous on va avoir des cartes où on va lister nos différents contacts. Donc je vais changer juste la couleur de fond de notre écran ici et on va mettre une couleur de fond légèrement grise. Voilà, et on va mettre une teinte qui tire un peu vers le bleu. Légèrement. Maintenant, je vais créer une première carte qui va représenter mon contact. Donc je vais créer un petit rectangle. On va lui dire de prendre l'entièreté de l'écran.
On redimensionnera après. Et juste pour avoir un petit peu de marge sur les côtés, on va s'imaginer avoir 20 pixels à droite et 20 pixels à gauche. Donc ça veut dire que je dois retrancher 40 ici. Donc on va être 335. Voilà, et on va centrer ça. Donc vous pouvez centrer manuellement, vous voyez qu'il y a des petits repères qui se placent, ou vous pouvez utiliser ces petits outils d'alignement rapide qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Vous pouvez aussi déplacer vos calques avec les flèches du clavier, et si vous maintenez Shift, vous décalez de 10 en 10. Donc si jamais je veux maintenir 20 pixels partout, ben je peux le faire de cette manière-là. Vous pouvez changer ce pas en modifiant les préférences. Donc vous avez tout un tas de choses que vous pouvez changer si vous le souhaitez. Donc c'est le Nudge Amount ici que vous pouvez changer. Donc pour cette carte, on va lui donner un fond blanc. On va mettre un peu de border radius, donc on peut le gérer ici à droite ou directement à cet endroit-là. Voilà. Et vous pouvez rajouter des effets. Donc par exemple, moi dans mon cas, histoire que la carte remonte un petit peu, je vais utiliser un box shadow. Donc je clique sur effet et je vais rajouter mon drop shadow. Je clique sur cette petite icône, alors je ne sais pas ce que ça représente, j'ai l'impression que ça représente une genre d'ampoule. Et je peux changer les valeurs, comme par exemple changer l'opacité. On va mettre du 5%, et peut-être changer la distance en Y, on va mettre du 2. Si vous êtes satisfait de cette valeur-là, et que vous voulez par exemple la réutiliser, vous avez la possibilité d'utiliser des styles. Donc ça peut être utilisé pour les styles de texte, mais ça peut aussi être utilisé pour les box shadow et beaucoup d'autres choses. Donc je peux cliquer ici sur cette icône-là, et je peux lui dire « Rajoute un style ». Et je vais donner ici « Shadow ». 1 comme valeur. Donc maintenant, si je crée un autre rectangle et que je souhaite lui donner la même apparence, ben je peux directement dans les effets, plutôt que d'appliquer un nouvel effet et de choisir la valeur, je peux cliquer ici et utiliser un style que j'ai déjà mis en place. Donc si demain ensuite j'ai envie de changer ce style-là, ben je vais pouvoir le faire. Je pourrais par exemple me dire ben je veux un box shadow qui soit rouge, et ça le changera absolument partout. C'est pas super visible, mais faites-moi confiance, ça change partout. Donc vous avez comme ça un ensemble de styles que vous pouvez avoir au niveau de votre système. Donc de la même manière, je vais peut-être garder là en mémoire la couleur ici. Donc je fais un CTRL pour aller sélectionner le calque qui se trouve dans le groupe. Et pour cette couleur-là, je vais l'ajouter à ma palette. Et on va l'appeler bleu foncé. La couleur de fond aussi, on va la rajouter. Donc c'était la couleur de fond au niveau de mon calque. Hop. C'était ici, puis ici. On va mettre fond gris. Comme ça, si plus tard je me dis, bon, peut-être le fond gris, il est pas terrible, il est un peu trop bleu, ben, je peux changer les réglages et dynamiquement, ça va aller changer le fond bleu pour toutes mes maquettes. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc je vais supprimer ce calque-là et maintenant, on va mettre l'avatar. Alors pour placer des images, vous avez deux solutions. Soit vous cliquez ici et vous pouvez placer une image, soit vous dessinez d'abord une forme. Et ensuite, vous pourrez placer une image à l'intérieur. Donc moi, je vais choisir cette seconde solution. Je vais créer une ellipse à l'intérieur. Donc je vais essayer de faire un truc qui soit pas trop... Alors on va peut-être zoomer à 100%. Et on va faire quelque chose qui mesurera 60 par 60. Je vais directement le rentrer en valeur, ça sera plus simple que d'essayer de visu d'avoir les choses. Donc je le cale tout en haut et j'utilise mon décalage pour ajouter 20 pixels. Et si je me dis que c'est un petit peu trop, je peux maintenir Alt et bouger mon élément. Donc par exemple, on va mettre 15. Ça me semble un petit peu plus sympa. Hop. Donc à l'intérieur, je peux choisir de placer une image. Vous voyez qu'on a choisi une couleur de fond ici. Mais je peux choisir de ne pas rajouter qu'une couleur de fond. Je peux cliquer sur le plus ici. Ça peut nous permettre de rajouter par exemple un dégradé. Ou ce que l'on peut faire, c'est choisir une image. Je choisis alors une image sur mon système. Et une fois qu'elle est sélectionnée, elle va venir se positionner pile poil à l'intérieur. Je peux changer l'alignement pour différentes options. Je peux changer l'exposition, les contrastes si je le souhaite. Donc nous, pour l'instant, on va laisser ça. Maintenant, à droite, je vais mettre le nom de la personne et juste en dessous, on mettra son poste, par exemple, ou dans quelle entreprise il travaille. Donc, je vais resélectionner l'outil texte et on va placer un premier texte. Donc, on va l'appeler John Doe. Et juste en dessous,
Donc je vais dupliquer ce calque-là. On va mettre entreprise de démonstration. Ces deux calques, on va les aligner les uns à côté des autres. Donc on va utiliser l'outil alignement. Et ensuite, on va le placer à 15 pixels par rapport à ce côté-là. Voilà. Donc pour la partie entreprise de démonstration, on va pas mettre du... Alors là, on va mettre du 16. On va mettre du médium, ce sera très bien. Et ici, on peut réduire l'opacité. Donc on mettra par exemple 50%. Et on ne mettra pas du médium, on mettra du régular. Et une police plus petite. Bon, dans tous les cas, là, on va pas forcément faire du design, hein. C'est juste pour vous montrer les fonctionnalités de l'outil. Et finalement, je me dis que 15 pixels, c'est peut-être un petit peu léger. On va mettre du 20 pixels. Voilà, donc là, on a notre premier contact. Maintenant, on a peut-être envie de réutiliser ce contact-là. Donc, vous avez la possibilité sur Figma de créer des composants. Un composant, c'est une sorte de template qui va pouvoir ensuite être réutilisé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça dans un groupe. Donc, je les sélectionne et je fais CTRL-G. Et on va l'appeler contact. Maintenant, je peux faire un clic droit et sélectionner créer un composant. Donc, on voit que ça donne un petit diamant ici. Et ça crée un composant qui s'appelle contact. Si je venais à dupliquer cet élément-là, en maintenant Alt et en glissant vers le bas, on voit que ça crée un autre contact, mais par contre on n'a pas un diamant qui est rempli, on a simplement un diamant creux. Ça veut dire que ça utilise un composant, mais que ce n'est pas le master component, ce n'est pas le composant qui définit la base. Donc je peux dupliquer encore une fois, et on va continuer à dupliquer. Alors si on voudrait continuer à faire une liste longue, on n'est pas obligé de s'embêter, on peut sélectionner plusieurs éléments, et on le voit, il y a des petits outils en plus qui apparaissent. On a cette petite barre violette ici, et on a ce petit rond. Donc la barre violette, en fait, c'est dû au fait qu'il détecte qu'il y a un espacement constant, et ça peut vous permettre de régler l'espacement entre plusieurs éléments rapidement. Donc si jamais je me dis que 20 pixels c'est un petit peu trop gros et que je dois déplacer les éléments, ça peut être compliqué. Donc là, directement avec ce petit outil-là, je peux faire les choses simplement. L'outil ici me permet de sélectionner un élément, et si je fais CTRL-D pour le dupliquer, il va le dupliquer en poussant les autres éléments vers le bas. Donc c'est super méga pratique. Donc d'ailleurs, hein, je vais peut-être mettre tout ça dans un groupe que je vais appeler liste. Comme ça me permettra de sélectionner facilement la liste et de pouvoir réappliquer les choses. L'avantage du système de composants, c'est que maintenant, si je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si j'ai envie de rajouter un élément ou changer une couleur, tout est dans ce composant. Si je change ce master component pour, par exemple, agrandir la taille de l'avatar, on le voit, ça va affecter tous les autres composants. Ce qui est intéressant, c'est que chaque composant peut écraser certaines choses. Par exemple, à l'intérieur de ce composant-là, je peux changer le texte. Si je change le texte, il ne changera que pour ce composant-là, et pas pour les autres. Si je souhaite revenir en arrière, c'est-à-dire annuler cet écrasement des propriétés, je peux cliquer ici. Et dans ce cas-là, ça réinitialise le composant à l'état initial. Alors tout ne peut pas être modifié, mais certaines choses peuvent l'être. Donc ça, c'est intéressant. Donc tant qu'on est en train de parler de composants et de choses réutilisables, on va créer juste une autre frame. Et on va utiliser un iPhone qui est un petit peu plus grand. Donc on va prendre l'iPhone X, qui est pas forcément plus grand d'ailleurs. On va s'imaginer un iPhone qui serait un peu plus gros comme ça. Et on se dit, j'ai envie de réutiliser la même carte. Donc je vais prendre n'importe laquelle de ces cartes, et je vais la placer ici. Si j'essaie de l'agrandir, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça fait un petit peu n'importe quoi. Ça fait un petit peu n'importe quoi parce que les éléments essaient de se placer par rapport à un repère défini. Donc si je prends mon master component, je peux lui dire par exemple, cet avatar-là, je veux qu'il soit centré. Je ne veux pas qu'il scale, je ne veux pas qu'il change par rapport à la dimension. D'ailleurs, je ne le veux pas centré, mais je veux qu'il s'aligne par rapport à la gauche. Donc on veut le centrer horizontalement, mais aligné à gauche par rapport à notre parent. Pour le texte, ça va être la même chose. On va l'aligner à gauche, et on va lui dire, il faut qu'il ait toujours la même position par rapport à la gauche, et qu'il soit centré. Pareil, cet élément-là, il sera comme ça, et centré. Et il sera aligné à gauche. C'est tout ce que j'ai à faire. Le fond, par contre, lui, il sera en mode scale. C'est-à-dire qu'il doit prendre là automatiquement la largeur et la hauteur du parent. Si maintenant je reviens sur ma version un petit peu plus grande, si je redimensionne les choses,
ben on voit que c'est responsive. Donc ça réagit en fonction de ce que l'on fait. Donc ça peut être utile si vous voulez facilement créer des composants que vous utilisez sur plusieurs résolutions différentes. Donc je vais supprimer ça parce que je n'en ai pas besoin. Autre petite chose intéressante, et ça a été rajouté récemment, vous avez des plugins pour Figma. Donc les plugins sont disponibles en faisant un clic droit, et vous allez dans Plugins, et vous pouvez gérer vos différents plugins. Donc il y en a un qui est extrêmement bien fait, c'est le plugin Content Réel. C'est un plugin qui vous permet de gérer du contenu dynamiquement. Et vous avez aussi un plugin comme Unsplash qui vous permet d'importer des images, Iconify qui vous permet de gérer des icônes, et vous pouvez installer comme ça tout un tas de plugins. Donc moi typiquement, j'ai envie de montrer un exemple un peu plus réaliste de mon application. Donc toujours mettre la même personne, c'est pas tip top. Donc je vais sélectionner chacune de mes images. Donc je fais un CTRL SHIFT et je sélectionne les images. Je fais maintenant un clic droit, je vais dans Plugins et je vais mettre Content Réel. Ça me sort cette petite pop-up, je vais aller dans Avatar et je vais choisir des avatars d'hommes et de femmes. Je clique dessus et automatiquement il va générer des avatars. Mais ça fonctionne aussi pour le texte. Donc je vais sélectionner le nom de ces différentes personnes. Je fais clic droit, Plugins, Content Réel et je vais choisir des noms. Donc je peux paramétrer pour par exemple mettre des noms qui sont français. Je peux choisir le type de nom, comment ça se présente, et je peux gérer les choses. Donc je clique sur Apply, et automatiquement il a géré les contenus. Et je vais faire la même chose enfin pour le post. Donc on peut mettre du lorem ipsum, ou directement des noms de société, ou des numéros de téléphone. Donc moi ici je vais mettre des noms de société. Et comme ça, vous avez un contenu qui est un petit peu plus réaliste, et qui se rapproche plus du contenu qui serait normalement présenté à l'utilisateur. Donc voilà pour le principe de base de Figma. Alors maintenant, on va parler de l'aspect prototypage. Donc ce qui est intéressant avec ces outils-là, c'est qu'on peut prototyper l'application et montrer un petit peu ce que ça va donner à un client. Donc nous, on va imaginer que l'on puisse cliquer sur un de ces contacts-là pour voir une version agrandie. Donc je vais dupliquer tout ce calque-là et on va l'appeler single, comme l'affichage d'un contact. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce premier contact et on va l'agrandir. Alors vu qu'il va changer d'apparence, on ne va pas utiliser le même composant. Donc, dans ce cas-là, on peut faire un clic droit et on peut mettre Detach Instance. Donc ça détache ce composant de notre système. Et du coup, ça n'utilise plus un composant et on peut changer les calques sans tout altérer. Donc on va l'agrandir un petit peu. Et pour l'instant, on ne bougera pas les autres contacts, on va juste légèrement agencer les choses. Donc on va s'imaginer réduire ça comme ça. Hop. Peut-être l'avatar deviendrait plus gros et centré. Donc hop, j'utilise les repères qui se mettent automatiquement. Donc je maintiens Alt et Shift pour garder le bon ratio. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et le nom et le prénom, on va le descendre un petit peu. Donc je vais prendre mes autres contacts et on va les descendre un peu plus en bas. Et on mettra 20 pixels d'écart. Donc pour le nom et le prénom, on va le centrer. Hop. Hop. On va mettre le texte en centré, le texte en centré. On va descendre légèrement ça. Donc ça va être un peu plus haut. Et on mettra le numéro de téléphone en plus gros. D'ailleurs, on va plutôt s'inspirer de ce calque-là. Hop. Et on va mettre le numéro de téléphone. Donc ça sera 06... Voilà, hop, et j'agrandis les choses. Comme ça, si jamais le numéro était extrêmement long, ça fonctionnerait bien, et on s'imagine peut-être changer pour mettre du 22 pour quelque chose de beaucoup plus gros. Et je vais devoir agrandir le conteneur. Donc ces deux calques-là sont alignés par rapport au centre et par rapport au top. Voilà. Le conteneur, on l'agrandit un petit peu, histoire qu'il prenne en compte le numéro de téléphone. Et le numéro de téléphone, lui, on le positionne par rapport au bas et au centre. Voilà, et on le repositionne convenablement. Donc je vais reprendre le reste et le redéplacer vers le bas. Donc maintenant, on a envie de faire une transition et expliquer visuellement au client ce qui va se passer entre cette étape-là et cette étape-là. Donc pour cela, on peut passer en mode prototype. Donc ça va changer un petit peu les choses et je vais pouvoir sélectionner un calque et on va avoir une petite bulle qui va apparaître à droite.
Cette petite bulle me permet de connecter notre composant ou notre groupe à un autre plan pour expliquer une navigation. Donc, par exemple, je vais tirer une flèche et sélectionner à single. Je peux ensuite choisir le type d'interaction qui amène, qu'est-ce que ça fait lorsque je vais cliquer dessus. Donc là, on va dire on navigue vers single, ça s'est fait automatiquement parce que j'ai tiré une petite flèche, et on peut lui expliquer quel type d'animation on veut. Par exemple, on peut mettre un push. Donc l'animation push, c'est l'animation classique. Donc maintenant, si j'appuie sur lecture, ça va ouvrir un nouvel onglet qui va me permettre de voir cette maquette en live. Donc on voit nos différents contacts, et si je clique sur le premier contact, j'ai ce système de push. Ce que l'on peut faire, c'est activer, si je reviens sur cette interaction-là, le Smart Animate. Donc le Smart Animate, ce qu'il fait, c'est qu'il détecte les calques qui ont exactement le même nom, et automatiquement essaie de deviner une transition entre ces éléments-là. Donc si j'appuie sur R en mode prototype, ça réinitialise le prototype à son état initial, et lorsque je clique, on voit que maintenant, notre statut, par exemple notre barre de statut, elle ne change pas, parce qu'elle a le même nom entre les deux calques, et on a un effet de transition un peu particulier, parce qu'il détecte que ce calque a le même nom. Alors pour éviter tout souci, parce que c'est pas idéal, ici on voit que tous nos calques s'appellent contact 1, contact, 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 il va avoir un peu du mal à trouver à quoi correspond chaque calque. Donc on va les renommer, donc on va appeler celui-là contact 1, contact 2, contact 3 et ainsi de suite. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut le faire de manière groupée. Donc je vais sélectionner ces calques-là, faire un clic droit et sélectionner renommer. Je vais l'appeler contact et je vais rajouter un nombre. Donc nombre croissant. On peut comme ça mettre des règles qui permettent de nommer les calques. Donc on voit, chaque calque a été convenablement nommé. Et je vais faire la même chose sur le second truc. Et là je vois que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. La liste est censée contenir les différents contacts. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un groupe qui a été créé pour rien. Donc on va réorganiser, hop, ça va être le premier contact, donc on va le renommer contact. Et tous ces calques-là, ils vont être là. Voilà, et ça, je sais pas pourquoi ça a été créé comme ça. Donc maintenant, je prends ces différents calques, je les renomme, et on va utiliser la même règle. Contact, tiré, suivi d'un nombre croissant. Plutôt que d'avoir un effet de push maintenant en transition entre ces éléments-là, je vais avoir un effet directement de Smart Animate, c'est-à-dire qu'il va trouver les éléments qui changent et automatiquement repositionner le tout. Donc si je fais un R pour réinitialiser, lorsque je clique, on voit cet effet de transition. Maintenant en revanche, il faut que je puisse revenir en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, lorsque tu cliques sur ce contact-là, je veux que tu reviennes ici. Et on va utiliser toujours l'animation en mode Smart Animate pour qu'il refasse la transition. Donc si maintenant je réactualise, je clique ici, ça grandit, et je clique, ça va refermer. Et on le voit, on a cet effet de transition. En revanche, il faudra vraiment faire attention, si vous vous basez sur ce principe de Smart Animate, à bien nommer vos calques. Parce que ici, vu que j'ai laissé les noms des textes, ça peut poser des problèmes. Donc on le voit par exemple, cette image s'appelle ellipsis. Et dans cette partie-là, l'image elle a complètement disparu, donc je sais pas où elle est partie, elle est là-haut, voilà, hop. Donc c'est ellipsis 1, et ici c'était ellipsis 1. Voilà, dans ce cas-là ça va bien fonctionner, on aura notre bon effet de transition. Donc ça vous force un petit peu à bien organiser vos contenus. Alors on peut imaginer aussi quelques interactions qui sont un petit peu plus poussées. Imaginons, lorsqu'on est sur cette vue liste, on a envie de faire un swipe pour supprimer. Donc dans ce cas-là, je vais créer une nouvelle frame. Donc je vais déplacer ça. On va peut-être monter celle-ci en haut. Hop. Voilà, et déplacer celle-ci. On va prendre ce second contact et on va le déplacer vers la gauche. Ensuite, en dessous, on va créer un petit rectangle. Donc, je vais créer un petit rectangle, hop, qui permettra de supprimer le contact. Donc on va mettre ce rectangle en rouge. Bon, pas un truc trop violent. On va utiliser un radius à 5 pour respecter ce que l'on avait mis.
et on lui mettra un effet qui sera un drop shadow en interne. Donc ça sera plutôt pour le coup un inner shadow. Donc c'est pour donner l'impression que c'est extrudé et que ça montre quelque chose qui est en dessous. On va être un petit peu moins évident sur l'importance du dégradé, on va mettre du 5. 5 c'est peut-être un petit peu trop faible, 25, on va laisser ça comme ça. Et on va envoyer ça vers le bas. Donc on va mettre bring send to back, voilà. Et ensuite on redimensionne pour que ça soit pile poil la bonne taille. Ce rectangle-là, je vais le mettre dans un groupe, comme ça je vais pouvoir créer un composant que je pourrai réutiliser plus tard. Et on va l'appeler delete. Le rectangle, on va l'appeler fond, et on va mettre une petite icône. Donc j'ai installé un plugin qui s'appelle Iconify, qui permet de choisir des icônes. Donc on va choisir une icône pour delete. Je choisis cette petite poubelle. Peu importe, hein, c'est juste pour l'exemple. On peut faire des rotations, ce genre de choses, mais on s'en fiche un petit peu, nous on va directement l'ajouter. L'avantage, c'est que quand vous importez une icône, vous n'importez pas juste une image de l'icône, mais vous importez la version vectorielle. Donc si vous le souhaitez derrière, vous pouvez modifier le tracé vectoriel pour modifier l'icône en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vais pas m'embêter, je vais simplement changer la couleur de cette icône pour mettre du blanc, pour que ça s'intègre un petit peu mieux. Et ce fond-là, on va le mettre en blanc aussi. Voilà, hop, je me dis que ça serait peut-être sympa de l'agrandir légèrement. Donc je maintiens Alt et Shift, et on va mettre un texte pour supprimer. Donc je vais m'inspirer du texte que j'avais mis là-haut. Donc je vais sélectionner ce texte et le mettre à l'intérieur ici. Alors si je le souhaite, et si je veux vraiment conserver le même style, je pourrais me créer un style de texte à cet endroit-là. Comme ça je pourrais avoir les choses qui sont réutilisables. Mais pour l'instant, hein, vu que c'est juste pour ce tutoriel et pour l'exemple, on va rester comme ça. Donc j'aligne à droite, et on mettra supprimer comme ceci. Donc maintenant, il me faut une interaction pour pouvoir passer de cette étape-là à cette étape-là. Donc je vais aller dans la partie prototype, et je vais mettre une petite flèche ici, qui permettra d'aller à cette étape-là. Par contre, ça ne sera pas on tap ici, mais ça sera on drag. Donc c'est lorsque l'on déplacera notre élément, on va naviguer vers la home. Et on va renommer d'ailleurs ce layout suppression. Enfin, cette frame en suppression. Donc je vais recharger mon prototype, et si je me déplace, on le voit, hop, on a un effet d'apparition. Donc on a un effet d'apparition parce que le calque n'existe pas ici, et du coup, le Smart Animate fait qu'on a un effet de transition. Si on ne veut pas cet effet-là, ce qu'il faut faire, c'est prendre notre delete et le mettre ici. Donc on le mettrait, hop, discrètement, alors en le plaçant convenablement pour qu'il n'apparaisse pas, et on l'enverrait vers le bas. Donc il n'apparaît pas, mais par contre sur la partie prototypage maintenant, il restera toujours visible. Si évidemment il est à la bonne place. Il faut bien faire attention, le nommage des calques et leur position dans la structure est importante. Donc le delete ici est en dehors de notre liste, et là il est dans la liste. Donc pour lui ça ne compte pas, et c'est pour ça qu'on a toujours cet effet de transition. Donc qu'est-ce que j'en ai fait? Non, il n'est pas dans single, il est ici. Hop, 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 voilà. Donc on va le sortir de liste, et on va le mettre tout en dessous. Voilà, comme ça il est à la même place, et dans ce cas-là effectivement, on voit qu'il est toujours affiché. Enfin, dernier processus, je veux que lorsque on finisse notre drop, cet item disparaisse. Donc je peux encore dupliquer ça. Je vais simplement ici supprimer ces deux calques-là, parce que ils n'apparaîtront plus, et je vais repositionner mes calques suivants. Donc c'est ces calques-là, hop, 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 et même les suivants qui sont peut-être pas visibles, je vais les remonter. Hop, hop. Et les suivants, hop, je vais les remonter aussi. Voilà. Maintenant, je peux sélectionner ce layout-là et lui dire tu vas aller vers celui-ci, non pas quand il y a une interaction, mais simplement au bout d'un petit délai. Donc je mets ici after delay et je choisis un délai de quelques millisecondes. Et ça va donner cette impression que l'élément disparaît. Donc ça permet de créer deux interactions l'une derrière l'autre. Donc je reviens,
je clique sur Victor, donc je peux le regarder. Et si je glisse Victoria Brun, je vois qu'elle disparaît. Donc on peut comme ça simuler des interactions. D'ailleurs, j'en ai pas forcément parlé, mais si vous avez une liste qui est trop grande, ce qui est mon cas ici, vous pouvez sélectionner votre écran et spécifier que vous avez un scrolling vertical. Dans ce cas-là, ça vous permettra de pouvoir descendre comme une vraie application. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là, vous le voyez, on a créé un prototype qui permet de se faire une bonne idée du fonctionnement de notre application. On a juste peut-être ce petit bout qui passe en rouge parce que le delete, il doit être présent sur tous nos mockups. Donc ça aurait été intéressant de peut-être créer un composant à ce niveau-là. Donc il était ici, le delete. On va le mettre sur le mockup qui est la single. Donc on ferme la liste, on met le delete ici, et on va le passer sous Victoria. Voilà. Et je l'ai dupliqué, je sais pas pourquoi. Hop. Il va être ici. Voilà, comme ça il se déplacera convenablement. Je vais réessayer, hop. Donc je clique ici, je vois bien que ça grandit, je fais la suppression, hop. Et ça fonctionne bien. Donc là, on a fait un petit tour de Figma. Donc vous voyez que l'outil prototypage peut être utile. Alors là, on a poussé les choses pas mal loin, mais si vous voulez juste faire une maquette et expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on clique sur quelque chose, ça peut vous permettre de mieux expliquer au client ce qui va se passer entre les différentes pages. Vous n'êtes pas forcément obligé de prévoir les animations comme je l'ai fait ici en amont, mais ça peut permettre déjà de se faire une idée de quand on clique sur un article, sur quel type de page on va tomber. Et ça permet aussi aux personnes qui intègrent et qui développent de mieux comprendre le cheminement sur l'application. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez envoyer ce mock-up du coup au client et que lui, il a l'outil commentaire et il peut rajouter des commentaires pour expliquer ce qui ne va pas. Par exemple, il peut vous dire, alors hop, on va supprimer, on clique ici et il peut dire, je trouve que le numéro de téléphone est trop gros, quoi. Hop. Et moi, quand je vais designer, je vais pouvoir voir ce commentaire-là. Donc si je clique ici, je vois qu'il y a un commentaire ici et je peux répondre et faire des changements. Donc le client voit ça entièrement en live. Donc, si je découpe ça, hop, on va essayer d'agencer ça convenablement. Donc cet onglet, on s'en sert plus. Donc le client, il est là, il nous fait un petit commentaire. On se dit, bon, ok, effectivement, il a peut-être raison, hein, c'est peut-être un petit peu gros. Je vais changer cette taille-là. Je vais dans ma partie design et je mets du 14. Lui, il va le voir en live changer. Donc ça peut permettre, si vous êtes en call en même temps, de pouvoir convenir des choses à faire et que lui, il ait un retour visuel sur comment ça se présente. Donc, typiquement, on pourrait rajouter une bordure ici. Hop, une bordure blanche pour mieux séparer le contenu. Voilà. Et il serait plutôt content. Enfin, pour l'aspect développeur, vous pouvez aussi partager la maquette. Pour le développement, il suffit d'inspecter les calques pour avoir accès aux différentes propriétés. Et vous avez la possibilité d'accéder au code. Alors, ça vous donne rapidement des choses. C'est pas super exploitable comme d'habitude. Hein, ça va pas vous faire le design à votre place. Mais ça peut vous permettre d'extirper des choses. Ce qui est intéressant, c'est que si vous utilisez convenablement des composants, vous pouvez les grouper dans des frames dédiés. Par exemple, on peut s'imaginer que on se crée une frame qui serait composant. On va l'appeler composant. Dedans, vous y mettriez vos master components. Donc typiquement, ça serait... alors, il était où? Je crois que c'était celui-là, le master component. On le déplacerait ici. Hop. Et on créerait plutôt un clone à cet endroit-là. Ce qui nous permettrait d'avoir tous les composants dans un seul calque et l'intégrateur, quand il va développer, il se dit là c'est un composant, donc moi je crée une classe dédiée que je vais pouvoir utiliser. Donc ça c'est super pratique. D'ailleurs, de décomposer comme ça vous permet aussi de pouvoir choisir la couleur de fond. Donc, par exemple, on va mettre ma couleur préférée, le rouge bien agressif. Ce qui fait que quand vous allez dans Assets et que vous dépliez votre composant, voilà, vous le voyez sur le même fond que cette partie-là. Et il utilise cette frame-là comme nom à ce niveau-là. Donc ça peut vous permettre d'organiser les choses et d'avoir un meilleur aperçu de comment ça fonctionne. Bon, après il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là, sinon on n'en finira pas. Peut-être juste une dernière chose sur le fonctionnement général de Figma. Comme je vous l'ai dit,
Ça fonctionne entièrement en ligne. Vous avez la possibilité d'installer une application qui fonctionne sur Windows et sur Mac, mais qui ne fonctionne pas malheureusement sur Linux à l'heure actuelle. Cette application, elle peut, entre guillemets, être utilisée hors ligne si vous avez ouvert votre fichier pendant que vous étiez en ligne. Par contre, ça va vous bloquer dès que vous allez vouloir accéder à des librairies, des choses qui sont partagées. Enfin, même si c'est un outil qui est entièrement en ligne, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'exporter votre fichier. Donc vous pouvez ici faire un file et sauvegarder votre fichier sous forme d'un .fig, qui est un fichier qui contient toutes les informations. Donc ce .fig peut ensuite être utilisé dans d'autres logiciels, qui peut vous permettre de pouvoir conserver l'utilisation de vos maquettes, même si vous n'êtes plus sur Figma par exemple. Autre petite particularité, tant qu'on est en train de parler de format, Figma a la possibilité d'importer, je ne sais pas si c'est précisé ici, oui c'est précisé là, vous avez la possibilité d'importer des fichiers Sketch directement dans Figma. Donc moi c'est ce que j'avais fait pour une maquette qui était celle-ci, hop. Non, c'était dans les tutoriels, c'était la maquette du restaurant. Alors, la fidélité n'est pas maximale, il y a quelques petits écarts, j'ai repéré au niveau du rendu, notamment quand vous utilisez des effets comme des contrastes, ce genre de choses. Mais le rendu est déjà plutôt pas mal, donc ça c'est plutôt sympa, et c'est plutôt proche de la maquette Figma pour le coup. Donc si jamais vous avez des fichiers Sketch que vous ne pouvez pas ouvrir parce que vous êtes sur Windows ou Linux, vous pouvez essayer de les importer sur Figma, ça peut vous permettre de travailler même si vous n'avez pas de licence Sketch. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si jamais vous êtes intéressé, je n'exclus pas forcément de faire d'autres vidéos sur le sujet pour parler de fonctionnalités particulières de Figma et des choses qui sont peut-être un petit peu complexes à comprendre. Comme vous l'avez vu ici, j'ai survolé la partie prototype, mais c'est très très puissant. Moi, c'est un outil que je trouve très intéressant, que j'utilise à la fois pour des petites choses. Par exemple, si j'ai des SVG à retoucher, je passe par Figma, parce qu'au moins, j'ai pas à m'embêter à utiliser des logiciels. Et j'utilise aussi pour des outils un petit peu plus poussés, comme la présentation de maquettes avec l'outil de prototypage. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de découvrir l'outil et vous aura donné envie de l'utiliser. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!